Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de découverte sur le Japon. On se trouve à Hibiya Godzilla Square, là où se trouve la statue Godzilla. Ce lieu a été choisi car Toho, la société de production japonaise qui a créé Godzilla, a son siège juste à côté. Cette statue rend hommage à ce monstre emblématique qui a traversé les générations. En quittant Hibiya et sa statue noire de Godzilla, on s'enfonce dans le cœur palpitant de Tokyo. La ville change de visage, les immeubles s'élèvent, les écrans s'illuminent et l'ambiance devient électrique. On entre dans ces grands artères ultramodernes où tout clignote. Sur des façades, d'immenses écrans LED diffusent clips de musique, publicités, des jeux vidéo, des bandes-annonces de films. Un véritable show permanent. Le décor autour de nous semble tout droit sorti d'un film futuriste. Chaque coin de rue a son propre spectacle. Musique, néon, voix robotiques et des enseignes verticales qui grimpent jusqu'au ciel. On déambule entre Harajuku et Shinjuku, porté par cette énergie unique entre extravagance et quotidien. Et là, au détour d'un immeuble, il est encore là. La tête massive de Godzilla émerge d'un bâtiment dominant Kabukiko depuis le toit de l'hôtel Grasserie. Il nous observe, il rugit. La créature mythique semble veiller sur Tokyo, comme un gardien venu du passé, ou peut-être du futur. Et nous, bien sûr, on le prend en photo. C'est un passage obligé. Godzilla semble émerger du bâtiment, sa tête dépassant le toit à l'étage 8. À certaines heures, la tête de Godzilla rugira et ses yeux s'illuminent, créant une expérience immersive. Il est possible de réserver une chambre Godzilla Room dans l'hôtel, avec décoration dédiée. L'hôtel se trouve dans un ancien cinéma Toho, encore aujourd'hui un temple du cinéma japonais. Tokyo, c'est aussi ça, un voyage entre fiction et réalité, où chaque pas révèle une nouvelle scène de film. Après avoir observé la tête emblématique de Godzilla, nous poursuivons notre promenade à travers les rues de Tokyo. Un peu plus loin, nous entrons dans un vaste centre de divertissement, appelé Game Center au Japon. Ces salles d'arcade sont omniprésentes dans les grandes villes japonaises. Très populaires depuis les années 1980, elles ont évolué avec le temps, passant des classiques jeux de combat ou de course à des expériences plus immersives et variées. À l'intérieur, l'ambiance est vibrante. Des sons électroniques, des lumières colorées et des rangées de machines attirent une foule de joueurs. On y trouve des jeux de rythme, des simulateurs de conduite, des machines à pince où l'on tente de gagner des peluches, ainsi que des jeux de médailles ou de pakinko. Fréquentés par des jeunes mais aussi par des adultes, ces game centers témoignent de la passion durable du Japon pour le divertissement interactif. Ils incarnent une facette à la fois nostalgique et moderne de la culture urbaine japonaise. Au Japon, à Tokyo, Kyoto, on a vu beaucoup de garages à vélo. Les gens se déplacent beaucoup à vélo. Et donc partout dans la ville, vous voyez, il y a des garages pour mettre les vélos. Ça, c'est super. Ça, c'est une super idée. Et du coup, les gens ils se déplacent beaucoup à vélo. Et c'est trop bien, quoi. Et, mais bon, il n'y a pas de vol. Les gens laissent leur vélo comme ça, même. Il y a des fois, il n'y a rien. C'est vraiment... Pour ça, le Japon, je suis en admiration.
Distributeur de nourriture comme ça. C'est sympa. Et on a là-bas aussi. Comme ça, à n'importe quelle heure, si on a faim, on peut manger. Nous voici au sanctuaire Meiji Jingu. Nous allons le découvrir ensemble. Après avoir franchi la première porte Tori, nous pénétrons dans une forêt dense et paisible. Plus de 100 000 arbres offerts par des citoyens de tout le Japon lors de la construction du sanctuaire forment aujourd'hui un véritable poumon vert au cœur de Tokyo. Un peu plus loin, un grand plan nous oriente. Juste à côté se trouve le hall du trésor, un bâtiment annexe abritant des objets liés à l'empereur Meiji et à l'impératrice Shoken, notamment des vêtements, des documents historiques et d'autres objets d'époque. Ce musée permet de mieux comprendre le rôle central qu'a joué l'empereur dans la modernisation du Japon à la fin du XIXe siècle. En poursuivant, nous débouchons sur une large clairière. Là, des groupes d'écoliers, reconnaissables à leurs casquettes de différentes couleurs, participent à des activités en plein air. Ce genre de sortie éducative est courant au Japon. Elle permet aux enfants de découvrir les lieux historiques tout en vivant une expérience collective. Avant d'atteindre le second tori, nous nous arrêtons devant une fontaine en pierre, appelée Temizuya ou Shozuya. Il s'agit d'un bassin d'ablution utilisé pour le rituel de purification. On y rince symboliquement les mains et la bouche, un geste que Kanno effectue ici pour se purifier avant d'entrer dans l'espace le plus sacré du sanctuaire. Après cette purification, nous franchissons la deuxième grande porte Tori. Elle marque l'entrée dans l'enceinte intérieure, où s'ouvre une vaste allée bordée de bâtiments traditionnels. On y trouve notamment le pavillon principal du sanctuaire, Onden, utilisé pour les cérémonies religieuses ainsi que d'autres bâtiments administratifs. Sur le côté, un mur à vœux attire les visiteurs. Il est couvert de petites plaques de bois appelées ema, sur lesquelles chacun peut écrire un souhait ou une prière avant de les suspendre. Ces plaques reflètent les espoirs et les rêves personnels laissés entre les mains des divinités shinto. Juste à côté, une petite machine attire notre attention. Il s'agit d'un poste de tamponnage touristique. On en trouve un peu partout à Tokyo, souvent dans les gares ou dans les lieux culturels. Chaque tampon unique représente le site visité. C'est une manière ludique pour les voyageurs de conserver une trace de leur passage, un peu comme un passeport de leur découverte japonaise. Un peu plus loin, un panneau présente des photographies anciennes du sanctuaire et de l'empereur Meiji, retraçant l'histoire du lieu depuis sa fondation en 1920. Puis, une scène intrigante attire le regard. Une longue rangée de lanternes traditionnelles japonaises. Ces lanternes en papier, appelées shoshin, sont souvent offertes par des entreprises ou des particuliers en guise de vœux ou de dons au sanctuaire. Chacune porte une inscription, le nom du donateur ou un message, et témoigne d'une tradition de soutien spirituel et communautaire. Elle crée une ambiance à la fois solennelle et poétique, surtout lorsqu'elles sont illuminées lors de cérémonies. En face, les tonneaux de vin français semblent à première vue étonnamment anachroniques. Pourtant, leur présence est hautement symbolique. Ils sont offerts par des producteurs de vin de Bourgogne, en signe d'amitié entre la France et le Japon. Ils font écho aux tonneaux de saké, le vin de riz japonais, que l'on trouve également un peu plus loin dans l'enceinte du sanctuaire. On sort du sanctuaire Meiji Jingu et Tokyo reprend ses droits. En quelques pas, on débarque sur Takeshita Street. À l'entrée, une banderole lumineuse et juste en dessous, un
un écran géant. On lève les yeux et on est en direct. La rue grouille de monde, de couleurs, de sons. Entre deux boutiques, on tombe sur un passage un peu caché. Et là, surprise, une salle remplie de gâchapons. Ces fameuses machines à boules, des dizaines, des centaines. Une pièce, un tour, une surprise. Regarde, il y a ton chien. Puis on continue et devant la gare de Shibuya, une petite statue de chien attire les regards. Les Japonais s'y prennent en photo avec respect. Ce chien, c'est Hachiko. Il a attendu son maître ici chaque jour pendant 10 ans. Aujourd'hui, il incarne la fidélité éternelle et il est devenu une légende. On poursuit notre balade. Et soudain, on y est. Le carrefour de Shibuya. Probablement le passage piéton le plus célèbre du monde. Et là, tout s'enclenche. Des centaines de personnes traversent en même temps, dans tous les sens, comme une chorégraphie parfaitement improvisée. C'est fou comme tout semble désordonné, mais parfaitement fluide. Puis, comme un claquement de doigts, tout s'arrête. Les voitures reprennent la main. Puis, on décide de le retraverser une deuxième fois, presque par réflexe, comme happé par le mouvement. Ce qui surprend, c'est cette fluidité dans le chaos. Et puis, en une seconde, tout s'arrête. Les voitures reprennent leur place. Pour prendre un peu de recul, on décide de monter. Depuis un point de vue en hauteur, on filme la scène et là, on comprend vraiment. La densité, l'énergie, le rythme de Tokyo, tout est là dans ce carrefour. C'est hypnotisant, un lieu à la fois banal et mythique. Et pourtant, ici, ce ballet de passants, c'est juste le quotidien.
La vue est impressionnante, mais les vitres ont ces petits carreaux qui floutent légèrement l'image, comme si Tokyo voulait garder un peu de mystère. Malgré ça, on ressent toute l'intensité du lieu. Ce carrefour, c'est plus qu'un simple croisement. C'est un spectacle, un rythme, un symbole, un moment suspendu au milieu de l'agitation. Après l'effervescence du carrefour de Shibuya, on s'éloigne vers un autre visage de Tokyo. Direction Jinboko, le quartier des livres. Une grande rue bordée de librairies anciennes, de magasins spécialisés. Et, dans les petites ruelles, des étals à ciel ouvert, remplis de livres, parfois laissés là, comme en libre service. Les passants s'arrêtent, prennent le temps de lire quelques pages, comme si tout ralentissait. Ici, on ne consomme pas, on feuillette. On croise des étudiants, des passionnés ou des simples curieux, silencieux entre les rayonnages. C'est un Tokyo plus discret, plus intime. Un Tokyo qui donne envie de s'asseoir et d'ouvrir un livre, au milieu de la ville. C'est un endroit aussi connu pour ses librairies d'occasion, ses librairies universitaires, ses magasins spécialisés en manga, en histoire, en art, en littérature étrangère. Et dans certaines petites rues, tu trouves effectivement des livres rangés dehors, que les passants peuvent feuilleter librement. Puis on aperçoit quelque chose d'un peu inattendu. Un parking à vélos, alignés soigneusement, rangés. Les vélos s'entassent là, comme un petit musée urbain, discret, posé entre deux librairies. En continuant notre balade entre deux librairies, on tombe sur une petite œuvre intrigante, une femme recroquevillée, tournée à un escalier, qui semble mener vers le ciel. À ses pieds, le silence. Au-dessus, le mystère. Je ne connais pas son nom ni celui de l'artiste, mais je l'ai trouvée belle, presque émouvante, un moment suspendu entre deux pages de Tokyo. Mais parfois, il faut aussi regarder sous ses pieds. Ici, même les plaques d'égout sont des œuvres d'art. Certaines représentent des fleurs, d'autres des paysages. Et puis parfois, on tombe sur une vraie icône, Astro Boy, le petit robot emblématique des mangas japonais. Ces plaques sont plus que décoratives. Elles font partie de l'identité visuelle des quartiers, comme ici dans Chiyoda, où on trouve différentes versions colorées de la même plaque. C'est un petit détail, mais c'est aussi ça, Tokyo. Un mélange constant entre culture populaire et soin du détail, même dans ce qu'on foule sans y penser. Avant de repartir, un petit passage par le métro. Ici, comme dans beaucoup de stations au Japon, les quais sont protégés par des barrières automatiques. Ces portes ne s'ouvrent qu'à l'arrivée du train, exactement alignées avec les portes des wagons. C'est à la fois une mesure de sécurité et un exemple de précision japonaise. Direction maintenant un restaurant un peu particulier. Bienvenue chez Genki Sushi. Genki Sushi, c'est une chaîne de restaurants de sushi à la commande automatisée. Ici, pas de serveur qui prend votre commande. Tout se passe sur un écran tactile, directement à votre place. Vous choisissez vos sushis, vos boissons ou vos desserts en quelques clics. Et ensuite, votre commande arrive sur un petit plateau motorisé lancé à toute vitesse sur un rail, comme un petit TGV de sushi.
Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater une seule vidéo. Si cela vous a plu, pensez à mettre un pouce en l'air. Et si vous avez des questions ou si vous voulez nous mettre des commentaires, n'hésitez pas à en laisser en bas de la vidéo. Merci à vous.